Ma famille a appelé depuis le pont du navire, ne nous attends pas. Tu es juste un fardeau. J'ai souri au téléphone et j'ai répondu, vous avez raison. Les fardeaux ne devraient pas payer les factures. Au moment où j'ai coupé le plastique, ils ont commencé à hurler. Ma famille est montée à bord d'un navire de croisière de luxe pendant que j'étais assise à la table de la cuisine, me remettant d'une crise cardiaque. Mon mari, Laurent, a dit que j'étais un risque médical trop important pour profiter du voyage. Il ne savait pas que je contrôlais la police d'assurance voyage qui était sur le point d'annuler son billet de retour. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Le bruit d'une fermeture éclair se déchirant autour du bord d'une valise est distinct. C'est un son dur, définitif, comme un seau qui se brise. Je me suis assise dans le fauteuil à oreilles dans le coin de notre chambre principale, mes mains reposant sur les accoudoirs pour les empêcher de trembler. Ce n'était pas seulement la faiblesse laissée par l'angioplastie d'il y a 10 jours, c'était le choc pur et sans mélange qui vibrait à travers mon système nerveux. Laurent pliait ses chemises en lin, celles que je lui avais achetées pour notre 20e anniversaire, et les plaçait soigneusement dans son bagage rigide. Il ne m'a pas regardé. Il regardait les chemises. Il lissait le tissu avec un soin qu'il ne m'avait pas montré depuis des années. C'est juste pour le mieux, Céline, a-t-il dit, sa voix posée, raisonnable, pratiquement répétée à l'avance. Tu as entendu le docteur Dubois. Tu as besoin de peu de stress. Tu as besoin de calme. Une croisière en Méditerranée demande beaucoup d'énergie. C'est la chaleur. Ce sont les foules. Ce sont les excursions. C'est des vacances, Laurent, ai-je chuchoté. Ma voix semblait mince, étrangère à mes propres oreilles. Nous avons planifié cela pendant 6 mois, depuis avant l'incident. Exactement, a-t-il dit, fermant finalement la valise d'un coup sec et la verrouillant. Il s'est levé, vérifiant son reflet dans le miroir de la coiffeuse, ajustant le col de son polo. Et l'incident a changé les choses. Brigitte est d'accord. Elle a dit que devoir s'inquiéter de ton rythme cardiaque chaque fois que nous allons près d'un buffet ou d'une sortie de plongée en apnée allait juste. Cela allait tuer l'ambiance pour les enfants. Et pour moi. J'ai ressenti une pointe vive et froide dans ma poitrine, mais ce n'était pas mon cœur. C'était la réalisation de ce qu'il était réellement en train de dire. Brigitte est d'accord, ai-je répété. Donc ma belle-sœur prend des décisions concernant ma convalescence maintenant. Elle est juste pragmatique, a dit Laurent en se tournant pour me faire face. Il n'avait pas l'air coupable. C'était la pire partie. Il avait l'air soulagé. Écoute, Céline, nous avons pensé que nous n'avions pas besoin de ce fardeau. Tu restes ici, tu commandes de la nourriture saine, tu regardes tes émissions. Nous allons y aller, emmener les enfants, les laisser évacuer la pression. Ils ont été stressés par ta santé aussi, tu sais. Cela a été dur pour eux. Dur pour eux? J'avais passé 3 jours dans l'unité de soins intensifs à me demander si j'allais mourir. Et ma convalescence était dure pour eux. Les enfants sont au courant, ai-je demandé. Julien, Maxime et Chloé, ils sont d'accord pour me laisser seul ici? Ils comprennent que maman a besoin de repos, a dit Laurent en attrapant la poignée de sa valise. N'en fais pas un drame, Céline. Ne les fais pas se sentir coupables de vouloir faire une pause. C'est exactement le genre de stress contre lequel le docteur t'a mis en garde. Il a regardé sa montre. Brigitte est en bas avec la fourgonnette. Je dois y aller. Il s'est penché, me déposant un baiser sur le front. C'était comme une feuille sèche effleurant ma peau. Il n'y avait aucune chaleur, aucune affection, juste un geste de rejet purement formel. Repose-toi bien, a-t-il dit. Nous enverrons des photos. Je l'ai regardé franchir la porte. J'ai entendu ses pas lourds sur les escaliers. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et les voix bruyantes et excitées de nos enfants Julien, Maxime et Chloé accueillant Brigitte. J'ai entendu le rire perçant de Brigitte, le bruit des bagages que l'on chargeait, le claquement d'un coffre. Puis le moteur a démarré, et les pneus ont crissé sur le gravier de l'allée que j'avais payée, conduisant la fourgonnette que j'avais payée, emmenant ma famille pour des vacances que j'avais payées. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je suis simplement restée assise dans le silence de la maison vide, écoutant l'horloge comptoise faire tic-tac dans le couloir. Le silence n'était pas paisible. Il était lourd, pesant sur moi comme un poids physique. La trahison n'était pas seulement qu'il soit parti.
C'était la facilité avec laquelle il m'avait jeté. C'était pire que le diagnostic lui-même. Les 3 premières heures ont été les plus dures. La maison, habituellement une symphonie chaotique de Maxime enregistrant des vidéos pour ses abonnés, Chloé parlant fort sur des appels vidéo, et Laurent regardant le sport à volume maximum, était maintenant un tombeau. Je me suis dirigé vers la cuisine, mais pas lent et délibéré. Je me suis préparé une tasse de tisane, regardant par la fenêtre la pelouse bien entretenue. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre vie. Puis le téléphone a vibré. C'était la discussion de groupe de la famille. Laurent l'avait nommé « Équipe Amusement » il y a 2 ans. J'avais toujours détesté ce nom, mais je n'avais jamais rien dit. Bip. Une photo. C'était un autoportrait pris par Maxime. Il tenait une boisson tropicale avec un énorme quartier d'ananas à l'intérieur, souriant à l'appareil photo avec ses lunettes de soleil. En arrière-plan, sur le pont du navire, se trouvaient Laurent et Brigitte. Laurent avait son bras autour de sa sœur, riant la tête en arrière. Chloé était à côté d'eux, posant avec un signe de paix. Maxime embarquait. Le salon pour les personnes très importantes est incroyable. Merci, maman. Même si tu n'es pas là, mort de rire. Chloé, le buffet est immense. J'aimerais que tu puisses voir ça. Brigitte, ne t'inquiète pas pour nous, Céline. Je m'assure que Laurent se détende. Il a été si tendu dernièrement. Concentre-toi juste sur ton cœur. Cœur. J'ai fixé l'écran. L'émoticône en forme de cœur m'a fait l'effet d'une gifle. Ils étaient déjà en train de célébrer. Ils n'avaient même pas encore quitté le port, et la fête avait commencé. Il n'y avait aucun « tu nous manques », aucun « c'est bizarre sans toi ». Juste un étalage flagrant de joie face à leur liberté. La liberté d'être loin de moi. J'ai zoomé sur la photo de Laurent. Il avait l'air plus jeune, plus léger. Il portait la montre Cartier que je lui avais achetée pour son anniversaire le mois dernier, un cadeau qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Il ressemblait à un homme sans aucun souci au monde. Un autre bip. Laurent, le signal risque d'être instable une fois que nous aurons levé l'ancre. Ne panique pas si nous ne répondons pas instantanément. Contente-toi de dormir. Me contenter de dormir, ai-je dit à voix haute à la cuisine vide. Me contenter de disparaître. Je me suis assise à l'îlot central de la cuisine, le marbre froid sous mes avant-bras. J'ai ouvert mon ordinateur portable, avec l'intention de peut-être travailler un peu, même si j'étais en congé de maladie. Les habitudes ont la vie dure. En tant qu'experte comptable judiciaire, mon cerveau était câblé pour chercher des schémas, pour trouver les divergences que les autres manquaient. C'était ainsi que j'avais construit cette vie. C'était ainsi que je pouvais payer les frais de scolarité pour l'école de médecine de Julien, le capital pour les jeunes entreprises de Maxime qui avaient échoué, et le flot incessant de vêtements de créateurs de Chloé. J'ai cliqué sur l'onglet bancaire de manière automatique. J'ai regardé l'historique des transactions pour le compte joint, celui destiné aux dépenses du ménage et au budget de voyage. Attendez. J'ai froncé les sourcils, ajustant mes lunettes. J'ai fait défiler vers le bas. Il y a 2 jours, le jour où le docteur Dubois m'a dit que je pouvais sortir de l'hôpital mais que j'avais besoin de repos au lit, il y avait eu un retrait. Un retrait important, 4 300 €. En espèces. J'ai vérifié l'emplacement, une succursale bancaire près du complexe d'appartements de Brigitte. J'ai fait défiler plus loin en arrière. Il y a 2 semaines, juste avant ma crise cardiaque, un autre retrait, 2 600 €. J'ai ressenti cette démangeaison familière dans mon cerveau, celle qui se produisait quand les chiffres ne correspondaient pas. Laurent n'utilisait pas d'espèces. Il utilisait les cartes de crédit parce qu'il adorait les points. Il disait que l'argent liquide était sale. Alors pourquoi retirait-il des milliers d'euros en espèces près de l'appartement de sa sœur? J'ai regardé à nouveau la photo sur mon téléphone. Laurent et Brigitte riant, la façon dont elle se penchait vers lui, possessive et triomphante. Nous avons pensé que nous n'avions pas besoin de ce fardeau, avait-il dit. Mes yeux se sont rétrécis. J'ai changé d'onglet pour aller dans le dossier d'envoi de ma messagerie électronique. Je cherchais la confirmation d'assurance voyage que j'avais transférée à Laurent des semaines auparavant. Je voulais voir les détails de la police, juste pour me torturer avec ce que je manquais. J'ai trouvé le courrier électronique, mais j'ai ensuite remarqué autre chose.
dans la corbeille de ma messagerie électronique, à laquelle Laurent avait accès parce qu'il prétendait m'aider à m'organiser, pendant que j'étais à l'hôpital, il y avait des notifications supprimées. Des notifications de notre courtier en investissement. Alerte, demande de changement de bénéficiaire initié. Mon cœur a fait un bond, mais cette fois ce n'était pas la maladie. C'était de l'adrénaline. De l'adrénaline froide, tranchante, propre à l'instinct de survie. Il m'avait laissé ici pour pourrir. Ils pensaient que j'étais trop faible pour faire autre chose que dormir et pleurer. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je ne me contentais pas de gagner l'argent, je le traquais. Et il venait tout juste de laisser l'auditrice sans surveillance avec les livres de compte. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, vous devez comprendre ce que j'avais sacrifié pour eux. J'ai rencontré Laurent quand j'avais 24 ans. Il était charmant, beau et plein de potentiel. J'étais déjà sur la voie pour devenir associé dans mon cabinet, facturant 80 heures par semaine. Il était consultant, ce qui, je l'ai finalement appris, était un nom de code pour signifier « sans emploi avec des opinions ». Pendant 28 ans, je nous ai portés. Quand Laurent a voulu créer une microbrasserie, je l'ai financée. Elle a fait faillite. Quand il a voulu acheter et revendre des maisons, j'ai signé les prêts. Nous avons perdu de l'argent sur chacune d'entre elles. Quand il a décidé qu'il voulait simplement être un père au foyer, même si les enfants étaient des adolescents, j'ai hoché la tête et j'ai travaillé plus dur. J'ai manqué les finales de football de Julien parce que j'auditais une entreprise du CAC 40 pour payer son école privée. J'ai manqué les pièces de théâtre de l'école de Maxime parce que je témoignais au tribunal pour m'assurer que nous pouvions nous permettre le style de vie auquel ils estimaient avoir droit. Je me suis brisé le dos et, apparemment, le cœur, en construisant un filet de sécurité pour eux. Et puis, il y avait Brigitte. Brigitte était la sœur aînée de Laurent, et elle était le termite dans les fondations de mon mariage. C'était une agente immobilière qui n'avait pas vendu de maison depuis 4 ans, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours de nouveaux ongles manucurés et une automobile de marque BMW en location longue durée. Pendant des années, elle a chuchoté à l'oreille de Laurent, « Céline est tellement contrôlante avec l'argent, n'est-ce pas? Céline pense qu'elle est meilleure que nous parce qu'elle a ce diplôme, tu mérites une épouse qui n'est pas mariée à son ordinateur portable, Laurent. » Elle jouait parfaitement la victime. Elle était toujours la tante amusante, celle qui laissait les enfants regarder des films interdits aux mineurs quand ils avaient 10 ans, celle qui leur achetait de la bière quand ils en avaient 16. Elle achetait leur amour avec du charme pendant que j'essayais d'acheter leur avenir avec de la sécurité. Il l'aimaient pour ça, il me réprimandait. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable étiqueté « Fiducie familiale ». Je me suis souvenu d'un dîner il y a 6 mois. Brigitte était venue, buvant mon vin. Elle avait regardé autour de notre salon et avait dit, « Tu sais, Céline, s'il t'arrivait quelque chose, Laurent serait totalement perdu. Tu devrais vraiment t'assurer qu'il ait un accès complet à tout, immédiatement. L'homologation d'un testament est un tel cauchemar. » Je n'y avais pas prêté attention. J'étais en bonne santé. J'étais invincible. Puis sont venues les douleurs à la poitrine. L'ambulance. La peur dans les yeux de Laurent, qui, je m'en rendais compte maintenant, n'était pas de la peur pour moi, mais la peur de ce qui se passerait ensuite. J'ai regardé à nouveau la photo que Maxime avait envoyée. Brigitte portait un bracelet de tennis en diamant. J'ai zoomé. J'ai reconnu ce bracelet. Il ressemblait exactement à celui que j'avais vu dans un catalogue que j'avais laissé sur le comptoir il y a 3 semaines, celui dont j'avais dit à Laurent qu'il me plaisait mais qu'il était trop cher pour nous en ce moment, étant donné les factures de frais de scolarité. J'ai vérifié à nouveau le relevé de carte de crédit. Bijouterie de la place Vendôme, 3600 €. Date, il y a 3 jours. Laurent l'avait acheté pour Brigitte. En utilisant la carte que je remboursais entièrement chaque mois. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement des vacances. C'était un coup d'état. Brigitte n'était pas seulement la tante amusante qui les accompagnait, elle était l'architecte. Elle avait convaincu Laurent que j'étais l'obstacle à leur bonheur, le fardeau qui les entraînait vers le fond. Elle avait orchestré mon exclusion pour qu'ils puissent tester une vie sans moi, en utilisant mes ressources pour le faire. J'ai regardé la maison vide. Le silence n'était plus lourd, il était clarificateur. Ils pensaient que j'étais le fardeau. J'ai pris mon téléphone. Je ne leur ai pas envoyé de message texte. Je ne les ai pas appelés.
À la place, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler vers le bas jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis des années mais que je gardais pour les urgences, Maître Antoine Delorme, avocat spécialiste du divorce et de la protection des actifs. J'ai également ouvert un deuxième onglet pour le site internet de la compagnie de croisière. J'avais le numéro de réservation. J'avais l'identifiant de connexion. Si j'étais un fardeau, j'étais sur le point de devenir l'encre la plus lourde qu'ils aient jamais traînée. Antoine Delorme a décroché à la deuxième sonnerie. Il le faisait toujours. C'était la raison pour laquelle ses honoraires de base étaient exorbitants, et c'était la raison pour laquelle je les payais sans broncher. Céline, sa voix était rocailleuse, professionnelle, et dépourvue de civilité. Vous êtes censé être en congé de maladie. Ne me dites pas que vous appelez au sujet de la fusion. Ce n'est pas le cas, ai-je dit, en mettant le téléphone sur haut-parleur et en le posant sur l'îlot en marbre à côté de mon ordinateur portable. Mes doigts volaient déjà sur le clavier, me connectant au portail d'administration principal de notre fiducie familiale, un portail dont Laurent ignorait même l'existence parce qu'il trouvait l'authentification à double facteur ennuyeuse. J'appelle parce que j'ai besoin que vous geliez la ligne de crédit sur la valeur domiciliaire immédiatement. Et j'ai besoin que vous me disiez le statut légal exact d'un mandataire médical, si la patiente est consciente et compétente, mais que le mandataire agit contre ses intérêts. Il y a eu une pause sur la ligne. Je pouvais entendre le léger grattement d'un stylo sur du papier. Antoine n'a pas demandé pourquoi, il a demandé combien. La ligne de crédit sur la valeur domiciliaire a une limite de 172 000 €, a dit Antoine. Est-elle en train d'être utilisée? Pas encore, ai-je dit, en regardant l'écran. Mais le compte chèque conjoint vient de baisser de 430 € supplémentaires. Une dépense pour une excursion à terre. Il dépense plus vite que je ne peux actualiser la page. Céline, a dit Antoine, son ton changeant légèrement. Où est Laurent? Il est en croisière, ai-je dit, ma voix stable, bien que ma main trembla légèrement alors que j'attrapais mon verre d'eau. Avec les enfants et Brigitte. Ils m'ont laissé ici. Ils ont dit que j'étais un fardeau. Je vois, a dit Antoine. Le grattement du stylo s'est arrêté. Voulez-vous l'option nucléaire ou la frappe tactique? Tactique, ai-je dit. Je dois tout savoir avant de tout faire exploser. Je dois savoir ce qu'il prévoit. Laurent a mentionné que Brigitte l'aidait à organiser nos finances pendant que j'étais dans l'unité de soins intensifs. Je dois savoir quel document il a pu signer. Je vais interroger le greffe du tribunal pour toute déclaration récente, a dit Antoine, et je vais placer une alerte à la fraude sur les bureaux de crédit. Mais Céline, si vous leur coupez les vivres maintenant, ils vont revenir. Laissez-les faire, ai-je dit, mais pas avant que je ne sache pourquoi ils sont partis. J'ai raccroché et je me suis mis au travail. Pendant les 6 heures qui ont suivi, je n'ai pas bougé de ce tabouret. Je n'étais ni une épouse ni une mère pendant ces heures-là. J'étais une experte comptable judiciaire, et ma famille était la cible. J'ai extrait les relevés bancaires des 5 dernières années. J'ai téléchargé les journaux de discussion depuis le compte de stockage informatique en réseau partagé qui reliait notre historique de messagerie. J'ai accédé aux données du système de positionnement par satellite depuis le système intégré de la fourgonnette familiale. L'image qui est apparue n'était pas seulement peu flatteuse, elle était criminelle. J'ai commencé par l'entreprise de consultation que Laurent prétendait diriger. Il m'avait dit qu'il avait quelques petits clients, assez pour couvrir les paiements de sa voiture. J'ai retracé les dépôts. Ils étaient sporadiques, toujours en chiffres ronds, 430 € ici, 860 € là. Ensuite, j'ai retracé les retraits de notre compte d'épargne conjoint, le fonds de secours auquel je touchais rarement. Le schéma était évident une fois que j'ai superposé les dates. Le 15 janvier, retrait de 860 € de l'épargne. Le 16 janvier, dépôt de 817 € sur le compte professionnel de Laurent. Il blanchissait notre propre argent pour donner l'impression qu'il avait un emploi. Il volait dans nos économies pour se payer un salaire afin de ne pas se sentir comme un raté. Mais cela était simplement triste. Ce que j'ai trouvé ensuite était malveillant. J'ai cherché le nom de Brigitte dans notre écosystème financier. Rien. Puis j'ai cherché des transferts vers des comptes externes. J'ai trouvé un paiement récurrent de 2150 € par mois allant à Gestion BL. Laurent m'avait dit que Gestion BL était les frais de l'unité de stockage pour son ancien équipement de microbrasserie et quelques coûts résiduels. J'ai vérifié le numéro d'identification fiscale de Gestion BL.
Ce n'était pas une installation de stockage. C'était une société à responsabilité limitée enregistrée à une adresse résidentielle, l'adresse de Brigitte. Je me suis adossé, l'air dans la cuisine me paraissant soudainement raréfié. Pendant 3 ans, Laurent avait payé 2150 € par mois à Brigitte. Cela représentait près de 77 400 €. Pourquoi? Du chantage? De la culpabilité? Ou juste de la stupidité pure et sans mélange? Puis j'ai trouvé le courrier électronique. Il était dans la corbeille du compte de Laurent, daté de 2 jours avant ma crise cardiaque. De Brigitte. Objet, la maison. Laurent, ne sois pas une poule mouillée. Elle est malade. Le docteur a dit que son cœur est faible. Si elle part, tu obtiens tout, mais seulement si la fiducie est modifiée. J'ai trouvé un avocat qui peut rédiger un codicile. Nous la ferons signer pendant qu'elle est somnolente à cause des médicaments. Dis-lui que c'est pour l'assurance. Une fois que la maison sera sécurisée, nous pourrons la vendre. Toi, moi et les enfants pourrons avoir cet endroit sur la Côte d'Azur. Plus de stress. Plus de Céline pour surveiller chaque centime. Je l'ai lu 3 fois. Plus de Céline. Il ne prenait pas seulement des vacances. Il faisait du repérage pour une vie après moi. Ils attendaient que je meure. J'ai regardé l'heure. Il était 19 h. Sur le navire, ce serait l'heure du dîner. Il serait à la table du capitaine, une expérience que Laurent avait supplié d'avoir, un supplément de 344 € que j'avais vu apparaître sur la carte il y a 1 heure. Je n'allais pas attendre qu'ils rentrent à la maison. J'allais leur gâcher l'appétit. J'ai préparé la scène avec soin. J'ai déplacé mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger, la longue table en acajou que j'avais revernie moi-même. J'ai allumé le lustre au plafond pour que l'éclairage soit net, impitoyable. Je me suis assuré d'avoir l'air immaculé. Je n'avais pas l'air de la femme malade et pâle qu'ils avaient laissée derrière eux. J'ai mis ma veste de tailleur, je me suis coiffé, et j'ai appliqué du rouge à lèvres rouges. J'ai initié un appel vidéo vers Laurent. Cela a sonné pendant longtemps. Je savais qu'ils avaient une connexion Internet sans fil, je payais 35 € par jour pour cela. Finalement, l'écran s'est connecté. L'image était pixelisée au début, puis s'est transformée en une scène chaotique et bruyante. Ils étaient en effet à une table luxueuse. Linge de table blanc, verre en cristal. Laurent tenait une coupe de champagne. Brigitte était à côté de lui, portant une robe à paillettes qui ressemblait étrangement à une robe manquante dans mon placard. Maxime et Chloé étaient distraits, regardant leur téléphone. « Maman » a dit Maxime en levant les yeux. « Qu'est-ce que ouah, tu es réveillé ?» Laurent a tâtonné avec le téléphone, le calant contre un centre de table pour que toute la tablée soit visible. Il avait le visage rouge, l'air heureux, ivre. « Céline » a-t-il crié par-dessus la musique de piano ambiante. Nous étions justement en train de porter un toast en ton honneur. Comment te sens-tu? As-tu pu faire ta sieste? Je me sens éclairé, Laurent, ai-je dit. Ma voix était calme, amplifiée par le silence de la maison vide. Elle a tranché à travers le bruit de leur côté. Éclairé, c'est super, chérie, a dit Laurent en jetant un regard nerveux à Brigitte. Tu vois, je t'avais dit qu'elle avait juste besoin de repos. Tu as meilleure mine, est intervenue Brigitte en se penchant dans le cadre. Les paillettes de ma robe ont scintillé. Moins grise. J'étais en train de regarder les comptes, Laurent, ai-je dit. Le sourire sur le visage de Laurent a vacillé instantanément. C'était comme si un interrupteur avait été basculé. La couleur a quitté ses joues. Céline, ma chérie, nous sommes au dîner, a-t-il sifflé. Cela ne peut-il pas attendre? Nous essayons de passer un bon moment en famille. Je sais, ai-je dit. Je vois le homard. Je vois le champagne. Je vois la robe que porte Brigitte. C'est ma robe Dior, n'est-ce pas, Brigitte? Brigitte s'est raidie. Elle a resserré un châle autour de ses épaules. Ne sois pas mesquine, Céline. Elle était juste là à prendre la poussière. J'ai pensé que j'allais lui donner un peu de vie. Mesquine, ai-je répété. Comme les 2150 € par mois qui vont à Gestion BL? La table est devenue silencieuse. Même Maxime et Chloé ont levé les yeux maintenant.
Quoi? A demandé Chloé. Qu'est-ce que gestion BL? Papa, a demandé Maxime en regardant Laurent. Laurent transpirait maintenant, visiblement. Céline, arrête. Tu as des hallucinations. Ce sont les médicaments. Nous pourrons parler de cela quand je serai rentré. C'est une société à responsabilité limitée enregistrée à l'appartement de Brigitte, ai-je continué, ma voix dure comme l'acier. 77 400 €, Laurent, sur 3 ans. Tu as détourné nos économies vers ta sœur tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre de réparer le toit, tout en me laissant travailler 80 heures par semaine jusqu'à ce que mon cœur lâche. J'avais besoin d'aide, a rétorqué Brigitte, abandonnant son rôle de gentille tante. Son visage s'est tordu en un rictus de mépris. Je suis de la famille. La famille est de la famille. Tu as tellement de choses, Céline. Tu les accumules. Tu es assise sur cette pile d'argent comme un dragon pendant que Laurent doit mendier pour avoir de l'argent de poche. Elle a raison, Céline, a balbutié Laurent, essayant de reprendre le contrôle mais échouant lamentablement. Brigitte avait des ennuis. L'immobilier est difficile. Je ne pouvais pas simplement la laisser perdre son appartement. J'allais rembourser. Avec quoi, ai-je demandé. Avec l'argent de la maison que vous prévoyez de vendre une fois que je serai morte? Cela les a arrêtés net. Laurent a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté bruyamment contre la porcelaine. La bouche de Brigitte s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai vu le courrier électronique, Laurent, ai-je dit doucement. J'ai vu l'ébauche du codicile. Plus de Céline. C'est ce que tu as écrit, Brigitte. Vous vouliez me piéger pour que je signe la cession de la maison pendant que je me remettais d'une crise cardiaque. Ça, ce n'était que des paroles, a bafouillé Laurent, ses yeux cherchant frénétiquement autour du restaurant, réalisant que les gens dévisageaient leur table. Nous explorions juste des options, au cas où le pire se produirait. Eh bien, le pire s'est produit, ai-je dit. Pour vous. Qu'est-ce que tu veux dire, a exigé Brigitte en se levant. Tu ne peux rien faire. Nous sommes au milieu de l'océan. Exactement, ai-je dit, et je contrôle la carte de crédit enregistrée pour votre compte à bord. J'ai pris la carte platine, la carte principale liée au compte, et une paire de lourds ciseaux de couture. Je les ai tenus devant la caméra. Céline, ne fais pas ça, a supplié Laurent. Céline, l'addition pour ce soir, c'est genre 516 €. Nous ne l'avons pas encore payé. Quick, ai-je dit. J'ai coupé la carte en deux. Et les cartes d'utilisateurs autorisées que vous détenez, ai-je continué, en tapant sur une touche de mon ordinateur portable. Annulé depuis 10 secondes. Maman, attends, a hurlé Maxime. Mon forfait internet s'enfilait sur cette carte. Je suis en train de mettre en ligne une vidéo de mon journal. Plus maintenant, ai-je dit. J'espère que vous avez apprécié le homard. Parce qu'à moins que vous n'ayez environ 4 300 € en espèces dans vos poches pour couvrir le solde actuel de vos frais de chambre. Le personnel de la sécurité va avoir une conversation très intéressante avec vous dans environ 5 minutes. Sorcière, a hurlé Brigitte en se précipitant vers le téléphone. Espèce de sorcière amère et égoïste. Tu veux que nous soyons coincés. Tu veux humilier tes propres enfants. Non, ai-je dit en regardant Maxime et Chloé, qui avaient l'air terrifiés. Je voulais une famille. Vous, les gars, vouliez un distributeur automatique. Le distributeur automatique est hors service. J'ai mis fin à l'appel. Le silence après l'appel était différent. Il n'était pas solitaire. Il était électrique. Je savais ce qui se passerait ensuite. La panique. La précipitation. La réalisation qu'ils étaient piégés sur une ville flottante avec un pouvoir d'achat nul. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications immédiatement. Laurent, appel manqué. Laurent, appel manqué. Maxime, maman, c'est quoi ce délire, sérieusement? Mes données viennent d'être coupées. Tout le monde nous regarde. Chloé, maman, s'il te plaît, réponds. Tante Brigitte hurle après le serveur. Ils disent que nous ne pouvons pas quitter la table avant que l'addition ne soit réglée. J'ai mis les notifications sous silence. Je n'avais pas fini. J'avais coupé l'argent, mais je devais rompre les liens juridiques. Je devais m'assurer que lorsqu'il reviendrait,
il ne pourrait pas revendiquer de droits matrimoniaux ou de droits d'occupation. Je suis retourné à l'investigation. Je devais savoir pourquoi Brigitte avait besoin de cet argent. 77 400 € ne s'évaporaient pas simplement dans des dépenses de style de vie. Pas pour elle. Elle vivait dans un logement à loyer modéré. J'ai fouillé dans les registres publics des tribunaux. Cela m'a pris 1 heure, mais j'ai trouvé. Brigitte n'était pas seulement une agente immobilière ratée. Elle était une accusée. Il y a 3 ans, juste au moment où les paiements de Laurent ont commencé, Brigitte avait été poursuivie par un ancien client. Elle avait pris un dépôt de garantie pour la vente d'une maison et l'avait emprunté. Elle a affirmé que c'était un accident. Le tribunal a qualifié cela de fraude. Elle avait été condamnée à rembourser 34 400 € plus les frais de justice sous peine de prison. Laurent avait payé sa restitution. Il avait utilisé mon argent pour garder sa sœur hors de prison. Mais ce n'était pas tout. J'ai trouvé un deuxième procès, en cours. Plaignant, résidence pour personnes âgées les jours heureux. Défenderesse, Brigitte Lemaire. C'était une poursuite pour des frais impayés pour leur mère. Ma belle-mère, Hélène, était dans un établissement depuis 2 ans. Laurent m'avait dit qu'elle séjournait chez un lointain cousin dans la Creuse. Il m'avait dit qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait pas de visiteurs. Il avait menti. Elle était à 15 km de là, dans un établissement de qualité inférieure, et ils étaient en retard dans les paiements. La rage que j'ai ressentie alors était différente de la colère concernant l'argent. C'était à propos de l'humanité. Ils avaient parqué sa propre mère dans un foyer, l'avaient ignorée, m'avaient menti à ce sujet, et avaient utilisé l'argent destiné à ses soins pour acheter des bracelets de tennis en diamant et des croisières à Brigitte. J'ai scanné les documents, le jugement pour fraude, la dette de la maison de repos, et les virements bancaires. Je les ai compilés dans un seul fichier de documents. Je l'ai intitulé « La vérité ». Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal de Laurent. Je l'ai écouté. Céline, il pleurait, sanglotant véritablement. S'il te plaît, ils ont menacé de nous enfermer à l'extérieur des cabines. Brigitte est en train de devenir folle. Elle dit que tu as planifié cela. Elle dit que tu es violente. Les enfants ont peur. S'il te plaît, réactive juste la carte. Je t'expliquerai tout. Je signerai tout ce que tu voudras, ne nous laisse juste pas ici. Il avait l'air brisé. Pendant une seconde, une microseconde, mon cœur s'est serré. Il était mon mari. Mais ensuite je me suis souvenu de la fermeture éclair de la valise. Zip zip. Nous avons pensé que nous n'avions pas besoin de ce fardeau. Je n'ai pas réactivé la carte. À la place, j'ai envoyé le message texte. Ah, Laurent, Brigitte, Maxime, Chloé. Pièce jointe, lavérité.pdf. Mon message, je suis au courant pour le procès pour fraude, Brigitte. Je sais que tu as volé tes clients. Et Laurent, je sais que ta mère n'est pas dans la Creuse. Je sais qu'elle est à la résidence les jours heureux et que vous avez 3 mois de retard sur ses factures pendant que vous buvez du champagne. J'ai regardé les accusés de réception s'afficher. Lu par Maxime. Lu par Chloé. Lu par Laurent. Puis le basculement s'est produit. Maxime a envoyé un message texte en premier. Maxime, papa, est-ce que c'est vrai? Grand-mère est ici? Tu avais dit qu'elle voyageait. Chloé, tante Brigitte a volé de l'argent? Je pouvais imaginer la scène sur ce navire. L'alliance était en train de se fracturer. Les enfants n'étaient plus seulement agacés au sujet de la carte de crédit. Ils voyaient leur père et leur tante, cool, pour ce qu'ils étaient vraiment, des menteurs qui leur avaient menti à eux aussi. Puis est venu le message de Laurent. Ce n'était pas une supplication cette fois. Laurent, Céline, tu as tout ruiné. Les enfants refusent de me regarder. Brigitte est enfermée dans la salle de bain. La sécurité nous escorte au bureau du commissaire de bord pour établir un plan de paiement, ce qui signifie que je dois signer une reconnaissance de dette. Tu as gagné. Es-tu heureuse? J'ai regardé le côté vide du lit, où Laurent avait dormi pendant 28 ans. Ma réponse, non, Laurent. Je ne suis pas heureuse. Je suis efficace. Et je ne fais que commencer. J'ai fermé l'ordinateur portable. La deuxième phase était l'investigation.
La troisième phase serait l'exécution. J'avais 3 jours avant que le navire n'accoste, 3 jours pour m'assurer que lorsqu'ils arriveraient, ils ne rentreraient pas dans ma maison. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé à nouveau le numéro d'Antoine Delorme. Antoine, ai-je dit lorsqu'il a répondu, rédiger les papiers du divorce et préparer un avis d'expulsion pour Brigitte. De plus, découvrez à quelle vitesse nous pouvons transférer une femme âgée d'un établissement vers une suite privée pour beaux-parents. J'ai une chambre d'amis qui se libère. Les 3 jours où ils ont été coincés sur ce navire ont été les plus productifs de toute ma vie. Pendant que Laurent, Brigitte et les enfants étaient vraisemblablement pris au piège dans un enfer de leur propre création, confinés dans leur cabine, mangeant des repas basiques, et incapables d'acheter ne serait-ce qu'un soda sans déclencher une alerte de sécurité. Je restructurais l'architecture de notre existence. Je n'ai pas seulement changé les serrures, j'ai changé l'écosystème. D'abord, j'ai ramené Hélène à la maison. J'ai conduit moi-même jusqu'à la résidence pour personnes âgées les jours heureux. Quand je suis entré dans sa chambre, l'odeur m'a frappé en premier, de l'urine rance et du désinfectant au citron censé la masquer. Elle était assise dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre qui donnait sur un mur de briques, portant un pull élimé que je ne reconnaissais pas. Quand elle m'a vu, elle n'a pas parlé. Elle a simplement pleuré. Elle m'a dit que Laurent lui avait rendu visite une fois en 6 mois, juste pour lui faire signer un document qu'elle ne pouvait pas lire. Ce document, ai-je découvert plus tard, était l'autorisation pour qu'il devienne son bénéficiaire représentatif pour la sécurité sociale. Il volait la pension de sa mère pour payer son image de consultant. L'installer dans la suite d'invités au rez-de-chaussée de ma maison a été la première fois que j'ai senti mon cœur battre avec un rythme régulier et sain depuis l'attaque. J'ai engagé une infirmière privée. J'ai rempli le réfrigérateur avec la nourriture qu'elle aimait. Je lui ai rendu sa dignité. Ensuite, j'ai fait les cartons. Je n'ai pas jeté leurs affaires sur la pelouse. C'est ce que fait une épouse en colère. J'étais une experte comptable judiciaire. J'ai inventorié. J'ai emballé les vêtements de Laurent dans des bacs en plastique transparent. Je les ai étiquetés, articles achetés après l'année 2015, compte conjoint. J'ai emballé les affaires entreposées de Brigitte du garage. Je les ai étiquetés, propriété de Brigitte Lemaire, soumise à un privilège. J'ai engagé une équipe de sécurité, 2 agents de police en dehors de leurs heures de service, en uniforme, se tenant au portail. Non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour être témoins de ce qui se passerait lorsqu'ils essaieraient d'entrer. Le matin de leur retour était couvert. Le ciel gris correspondait à l'ardoise de l'allée. Je me suis assise sur le porche d'entrée dans le même fauteuil à oreilles dans lequel j'étais assise quand Laurent était parti. Je l'avais traîné à l'extérieur. J'avais une couverture sur mes genoux et une tasse de thé entre les mains. J'avais l'air calme. À l'intérieur, j'étais un ressort tendu. À 10 heures du matin, le taxi de l'aéroport s'est arrêté. Ce n'était pas le service de véhicules utilitaires sportifs de luxe que nous utilisions d'habitude. C'était un taxi fourgonnette cabossé. Il n'avait manifestement pas eu les fonds pour autre chose. Les portes se sont ouvertes. Il ressemblait à des réfugiés d'un style de vie raté. Laurent n'était pas rasé, sa chemise en lin froissé et tachée. Brigitte avait l'air maniaque, ses cheveux crépus, son maquillage étalé. Les enfants, Maxime et Chloé, avaient l'air épuisés, leurs yeux rougis, traînant leurs valises avec une réticence maussade et pesante. Ils ont vu les agents de police au portail en premier. Le chauffeur de taxi a hésité, peu disposé à conduire au-delà des uniformes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je entendu Laurent crier alors qu'il s'extirpait précipitamment du taxi. Il a jeté de l'argent liquide, le dernier de ce qu'il devait avoir, au chauffeur, qui est parti en trombe, les laissant debout sur le trottoir avec leurs bagages. Laurent a marché d'un pas déterminé dans l'allée, son visage étant un masque de confusion et de rage bouillonnante. Brigitte était juste derrière lui, ses talons claquant avec colère sur la chaussée. Les enfants restaient en arrière, sentant le changement dans l'atmosphère. Céline, a hurlé Laurent, s'arrêtant à 3 mètres du porche lorsqu'un des agents a fait un pas en avant, la main reposant de manière détendue sur sa ceinture. Qu'est-ce qu'il se passe, bon sang? Pourquoi y a-t-il des policiers? Pourquoi les serrures ont-elles été changées? Ma clé n'a pas fonctionné sur le portail. J'ai pris une gorgée de thé. La vapeur s'est enroulée dans l'air frais. Tu n'habites pas ici, Laurent, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais dans la matinée silencieuse, elle portait parfaitement.
Je n'habite pas ici, a-t-il ri, un son désespéré et fêlé. C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 20 ans. Tu ne peux pas simplement m'enfermer dehors parce que tu fais une crise de colère à propos d'une carte de crédit. En fait, ai-je dit, en posant la tasse sur la table d'appoint, je le peux. Parce que l'acte de propriété est au nom de la fiducie. Et en tant qu'unique fiduciaire, un statut que j'ai consolidé il y a 3 jours lorsque j'ai invoqué la clause d'incapacité que tu as si obligeamment essayé d'utiliser contre moi, j'ai le droit d'expulser les locataires non autorisés. Et c'est ce que tu es, Laurent. Un locataire qui n'a pas payé son loyer. C'est illégal, a crié Brigitte, poussant Laurent pour passer devant. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu retiens illégalement des biens. J'ai des affaires dans cette maison. Mes registres d'entreprise. Mes meubles. Tes registres d'entreprise, ai-je demandé en haussant un sourcil. Tu veux dire les registres pour gestion BL? Ceux qui détaillent comment tu as blanchi 77 400 € de mes biens matrimoniaux? Ne t'inquiète pas, Brigitte, je ne les ai pas jetés. Je les ai donnés au procureur de la République. Brigitte s'est figée. Sa bouche s'est refermée d'un coup sec. Son visage est passé du rouge à un blanc fantomatique et terrifiant. Tu as fait quoi? J'ai remis le dossier ce matin, ai-je dit en vérifiant ma montre. Ils étaient très intéressés, particulièrement par les parties concernant la fraude électronique et la maltraitance des personnes âgées. La maltraitance des personnes âgées? Laurent s'est avancé, son agression fondant en panique. Céline, de quoi parles-tu? Ta mère, ai-je dit simplement. Laurent a tressailli comme si je l'avais giflé. Je suis allé aux jours heureux, Laurent, ai-je continué, ma voix descendant dans un registre de pure et froide déception. J'ai vu la chambre. J'ai vu les escarres sur son dos parce qu'il n'avait pas le personnel pour la retourner. J'ai vu les lettres de l'agence de recouvrement dans son tiroir. Je l'ai amenée ici. Elle est à l'intérieur, en train de regarder la télévision, de manger des fruits frais. Au chaud. Maxime et Chloé, qui se tenaient près des valises, ont laissé tomber leurs sacs. Grand-mère est ici, a demandé Maxime, la voix tremblante. Il a regardé son père. Papa, tu avais dit qu'elle était dans la Creuse. Tu avais dit qu'elle était heureuse. Elle confondait les choses, a bégayé Laurent, se retournant pour faire face à son fils. Maxime, écoute, c'est compliqué. L'établissement c'était temporaire. Tu as volé sa pension, ai-je dit, tranchant à travers ses mensonges comme avec un scalpel. J'ai vu les virements, Laurent. Tu as pris ces chèques de la sécurité sociale et tu les as utilisés pour payer le contrat de location de ton véhicule de marque Audi. C'est un mensonge, a crié Brigitte, bien que sa voix manquât de conviction maintenant. Il gérait ses actifs. Il gérait son ego, ai-je corrigé. Je me suis levé à ce moment-là. La couverture est tombée de mes genoux. Je me tenais bien droite, complètement rétablie, totalement en position de force. Voici comment cela se termine, ai-je dit en m'adressant au groupe. Laurent, Brigitte, vous ne remettrez plus un pied dans cette maison. Vos effets personnels, ceux que j'ai jugés non achetés avec des fonds volés, sont dans ces bacs près du garage. Prenez-les. Et nous? Chloé s'est avancée, des larmes coulant sur son visage. Maman, est-ce que tu nous jettes à la rue nous aussi? J'ai regardé mes enfants. Ils avaient 24 et 21 ans. C'étaient des adultes qui avaient été gâtés, oui, mais ils étaient aussi les victimes d'un récit que Brigitte et Laurent avaient tissé pendant des années. Ils avaient l'air brisés. Ils avaient l'air honteux. Non, ai-je dit doucement. C'est votre maison, mais le voyage gratuit est terminé. Si vous franchissez cette porte, vous en avez fini avec la dynamique de l'équipe amusement. Vous trouvez des emplois, vous aidez avec grand-mère, vous respectez la personne qui paie les factures. Si vous pouvez faire ça, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez partir avec votre père et Brigitte, je vous en prie. Il y a eu un moment de silence absolu. Le vent a fait bruisser les feuilles du chêne. Laurent a regardé les enfants. Il a pris son meilleur visage de tragédie. Les enfants, venez. Votre mère et elle ne va pas bien. Nous allons aller à l'hôtel. Nous allons résoudre cela ensemble. Nous sommes une équipe. Maxime a regardé son père. Il a regardé la voiture Audi dans l'allée, le symbole des mensonges. Il a regardé Brigitte,
qui se mordait la lèvre, terrifié par les agents de police. Puis il m'a regardé. « Je suis désolé, maman, » a chuchoté Maxime. Il a ramassé sa valise et est passé devant Laurent. Il ne l'a pas regardé. Il a monté les marches, a dépassé les agents, et s'est tenu à côté de moi sur le porche. « Chloé » a supplié Laurent, « mon bébé. » Chloé a essuyé ses yeux. « Tu l'as quittée, papa. Tu l'as laissée alors qu'elle faisait une crise cardiaque, et tu as menti au sujet de grand-mère. » Elle a attrapé son sac et a suivi son frère. Laurent et Brigitte se tenaient seuls dans l'allée. Ils avaient l'air minuscules. Ils avaient l'air pathétiques. « Prenez les bacs, » ai-je dit en me retournant vers la porte. « Et Laurent, vérifie ta messagerie électronique. Antoine t'a envoyé les papiers du divorce. Tu ferais bien de les lire avant de dépenser de l'argent pour un avocat. Non pas que tu aies de l'argent. » Je suis entré et j'ai fermé la porte. Le déclic de la serrure fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Le démantèlement juridique de Laurent et Brigitte a pris 6 mois, mais l'issue s'est décidée au cours de cette première semaine. Je n'avais pas seulement un bon avocat, j'avais les reçus, littéralement. Laurent a essayé de se battre pour obtenir une pension alimentaire. Il s'est assis de l'autre côté de la table de déposition, portant un costume qui était légèrement trop grand pour lui maintenant qu'il avait perdu du poids à cause du stress, et a essayé d'argumenter qu'il avait sacrifié sa carrière pour soutenir la famille. Mon avocat, Antoine, n'a même pas argumenté. Il a simplement fait glisser un classeur de l'autre côté de la table. Pièce à conviction de A à Z, a dit Antoine. Documentation de 20 années d'entreprise financée, de commerce ayant échoué et de retrait non autorisé. Monsieur le maire, selon notre analyse médico-légale de comptabilité, vous n'avez pas contribué un seul euro net positif au foyer depuis l'année 2004. En fait, vous devez actuellement à la communauté de biens environ 344 000 € en fonds détournés, y compris l'argent siphonné vers la société écran de votre sœur. L'avocat de Laurent, un médiateur désigné par le tribunal parce que Laurent n'avait pas les moyens de se payer un ténor du barreau, s'est penché et a chuchoté à son oreille. Laurent a pâli. Il a conclu un accord. Il n'a rien obtenu. Pas de pension alimentaire, pas de maison, pas de part de retraite. Il est reparti avec sa voiture, que je lui ai gentiment permis de refinancer à son propre nom, et ses vêtements. Brigitte n'a pas eu autant de chance. Le procureur de la République a pris le dossier que j'avais préparé et a foncé avec. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule personne qu'elle avait escroquée, j'étais juste celle qui avait les compétences pour le prouver. Le système de gestion BL a dévoilé un réseau de fraude à petite échelle qu'elle dirigeait depuis des années. Elle a été inculpée de multiples chefs d'accusation de fraude électronique et de maltraitance de personnes âgées concernant les fonds d'Hélène. Aux dernières nouvelles, elle a plaidé coupable pour une accusation moindre afin d'éviter la prison, mais elle a perdu sa licence immobilière et travaillait en horaire décalé dans un centre de traitement des commandes. Vivant dans un appartement de type studio qui coûtait moins cher que le bracelet de tennis en diamant qu'elle m'avait volé. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans leur punition. Elle était dans ma maison. La vie dans la maison a changé. Ce n'était plus le tombeau silencieux qu'elle avait été, ni la maison de fête chaotique d'auparavant. C'était un foyer. Maxime a trouvé un emploi. Ce n'était pas prestigieux support informatique de premier niveau mais il était doué pour ça. Il a arrêté de faire des journaux vidéo et a commencé à travailler. Il me payait un loyer, pas beaucoup, juste assez pour en ressentir le poids. Chloé est retournée finir ses études, prenant des cours supplémentaires pour obtenir son diplôme plus tôt. Elle passait ses soirées assise avec Hélène, écoutant des histoires du passé, réalisant que la famille, ce n'était pas la personne qui vous achetait les boissons les plus chères, mais celle qui était présente quand vous ne pouviez plus marcher. Et Hélène a prospéré. Avec les médicaments appropriés et de la bonne nourriture, elle a repris du poids. Elle a ri. Elle et moi nous asseyions sur le porche le soir, en buvant du thé. Un soir, environ 8 mois après l'incident de la croisière, j'étais assise dans le jardin. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur la propriété. Mon moniteur cardiaque, que je portais toujours occasionnellement juste par mesure de sécurité, affichait un rythme régulier et calme. Maxime est sorti, tenant 2 verres de limonade. Il m'en a tendu un. « Maman » a-t-il demandé en s'asseyant sur les marches. « Oui. »« Papa m'a appelé aujourd'hui » a-t-il dit. Il ne m'a pas regardé, il a regardé l'herbe.
J'ai gardé une voix neutre. Oui. Il vit dans une colocation en centre-ville. Il m'a demandé si je pouvais lui prêter 45 €, il a dit qu'il était à court d'argent pour les courses. J'ai pris une gorgée de limonade. Elle était acidulée, froide, rafraîchissante. Que as-tu répondu, ai-je demandé. Maxime a souri, un petit sourire triste mais fier. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent liquide sur moi, a dit Maxime. Je lui ai dit que j'économisais pour un acompte pour mon propre appartement, et je lui ai dit qu'il devrait peut-être essayer d'établir un budget. J'ai ri. C'était un vrai rire, profond et fort. Maxime a ri aussi. Bon garçon, ai-je dit. J'ai regardé la maison. Elle était à moi. La vie à l'intérieur était à moi. J'avais coupé le poids mort, et pour la première fois depuis des décennies, je m'envolais. Ils pensaient que j'étais le fardeau, ils pensaient qu'ils pouvaient s'éloigner en flottant et me laisser couler, mais ils avaient oublié que j'étais le navire. Et sans moi, ce n'étaient que des hommes en train de se noyer. J'ai terminé ma limonade, je me suis levé, et je suis retourné à l'intérieur pour dîner avec ma famille la vraie.